Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci infiniment pour l'accueil, pour le soutien, avec aussi le respect des différences et des sensibilités, comme vous l'avez évoqué. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors, je suis heureux de retrouver Figeac, le Lot tant aimé, cette merveilleuse région Occitanie, mais aussi beaucoup d'autres régions, parce que je vois celles et ceux qui viennent d'Ora et d'ailleurs. Alors, en étant là et en remerciant monsieur le maire pour ses mots et son accueil, je veux aussi avoir un mot pour Martin Malvy et tout le travail qu'il a conduit ici pendant des décennies pour transformer Figeac. Il m'a écrit un très gentil mot tout à l'heure, je sais qu'il ne peut pas être des nôtres. Et j'ai aussi une pensée émue et amicale pour votre prédécesseur Nicole Polo. Et je pense qu'on pense tous et toutes à elle. Et je veux lui rendre hommage. Je veux remercier nos parlementaires qui sont là, venus de, pas simplement la circonscription, chère Huguette, mais de toutes les régions, de toutes les sensibilités, parlementaires, élus locaux, et monsieur le Premier ministre, cher Jean. Et évoquer nos parlementaires de toute la région et région frontalière me permet donc de remercier notre Premier ministre. Il est là en campagne, dans sa région. Mais moi, je veux lui dire aussi le bonheur qui est le mien depuis 2 ans de l'avoir à mes côtés, la fierté pour toutes celles et ceux qui sont d'Occitanie, mais le pays entier, d'avoir un homme dévoué à la région, au pays, dans des temps de crise, comme il l'a été, comme il l'est aujourd'hui, à la barre. Alors, en étant sur cette terre ici du Lot, qui me sont si chers, en étant à vos côtés, je retrouve beaucoup d'amis, cher Gérard, cher Jean-Claude, des amis de tout ce territoire. Alors, j'ai souvent parlé, et je pense que vous devriez être respectueux de la biodiversité et des forêts. Non, tous les combats sont bons et alors, alors, je vais vous dire, on n'est pas, ne sifflez personne, moi je crois au respect. Alors, il y a beaucoup de choses parfois qui sont dites. Félicitez-vous d'être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça, et j'espère que ça pourra continuer, parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix. Ensuite, si vous venez à la fin de ce rassemblement avec les mêmes mots, sans jeter des feuilles, je vous parlerai et on pourra échanger. Ensuite, je peux vous dire une chose. Non, mais je vais d'abord, par respect, parler à toutes celles et ceux qui sont venus pour échanger. Ensuite, je vous verrai. Et puis, je voudrais simplement vous dire, quand je vois votre slogan, que je suis fier d'être aujourd'hui le président d'une république où, pendant la crise Covid, parce qu'il y a eu des services publics,
parce qu'on a décidé du quoi qu'il en coûte. C'est l'inverse de ce que vous avez écrit. Et c'est vrai. Alors, je suis heureux d'être parmi vous pour pouvoir évoquer, entre autres, d'abord défendre ce qu'on a fait, mais parler du projet qui est le nôtre pour les 5 ans qui viennent. Et je le disais à l'instant, interpellé par des inquiétudes légitimes sur la place de la nation, du service public, de nos solidarités. Nous sommes dans des terres qui savent qu'on doit produire pour pouvoir distribuer. Mais que produire sans distribuer et créer de l'injustice n'a pas de sens. C'est ce que nous avons collectivement fait durant ces 5 années. Et je crois à cette philosophie. C'est celle de Terre radicale, et j'ai une pensée pour le ministre Faure. Je dis le ministre par clin d'œil, lui qui préféra son lot à des fonctions éminentes. Et c'est aussi ce qui présidait... Mais ne jetez pas des feuilles, parce que ça gaspille les feuilles, c'est bon pour personne. Donc comme j'ai été respectueux, donc comme j'ai entendu le message que je suis respectueux, arrêtons de jeter des feuilles, on va se parler après. Et c'est aussi le message qu'un autre président, il y a 40 ans, François Mitterrand, venait ici défendre. Il y a 40 ans, presque jour pour jour. Lui qui venait expliquer ici à Figeac qu'il n'y avait pas de politique sociale qui pouvait durer s'il n'y avait pas une politique pour produire et une force économique. Alors les uns avaient appelé ça le tournant de la rigueur, les autres le retour au réalisme. En tout cas, c'est ce qui avait permis à la France de rester dans notre Europe. Le discours de Figeac aura fait date et il participe de cette philosophie. Oui, ce que nous avons fait durant ces 5 années, c'est d'essayer d'avoir une économie plus forte, plus vigoureuse, et les résultats sont là, pour pouvoir, lorsque la crise est arrivée, crise sociale ou celle de la pandémie, eh bien défendre nos solidarités, investir comme aucun autre pays d'Europe, pour protéger les plus faibles, pour réinvestir dans l'hôpital, pour accompagner les plus fragiles, et tous ensemble tenir. Et pour aussi, durant ces 5 années, avoir un agenda ambitieux pour tous nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux, avec un agenda de la ruralité, une politique que je veux ici défendre et dont nous sommes fiers. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction et de cœur. J'étais hier à Saint-Denis, dans cette banlieue si minérale qui vit aussi avec nos quartiers les plus populaires tant et tant de difficultés. Et je suis ici parmi vous aujourd'hui à Figeac et j'entends dans beaucoup de discours politiques des Frances qu'on voudrait opposer, qui seraient irréconciliables. La France des grandes métropoles d'un côté où il y aurait toute la richesse, celle d'une ruralité qui serait assignée à la défaite, et puis une France des quartiers populaires et des villes. Et on nous demanderait de choisir si j'entends les uns ou les autres. Je vais vous le dire avec beaucoup de conviction dans ce dernier jour de campagne. La France, c'est un bloc. Et elle est faite de tout cela. La France est un bloc dans son histoire. Et elle commence depuis des millénaires, elle passe par la Révolution. Elle est forte d'une république laïque, respectueuse. Et la France est un bloc qui porte tous ses territoires et qui doit savoir produire, avancer, porter cette ambition et redistribuer, rebâtir des équilibres, comme nous avons su le faire et nous devons le faire encore mieux. Et je refuse ces choix, il faudrait décider d'aimer entre les quartiers populaires et la France rurale, décider de choisir entre la métropole et la campagne. C'est faux. Et vous le savez ô combien, ici, à Figeac. Vous avez réussi à construire, à rebâtir, ces dernières décennies, une ambition
industrielle, une force, avec des grands groupes dont nous sommes fiers, des ETI, ici représentés, Figeac Aéro, Ratier Figeac, et tant d'autres, des groupes agroalimentaires, Andros, et tant d'autres, une agriculture forte, portée par tous nos acteurs. Et vous l'avez fait en lien avec la métropole toulousaine, à travers justement la force de notre aéronautique, en solidarité avec différents territoires. C'est le cœur de cette mécanique vallée. En créant de l'emploi pour pouvoir réembaucher là où parfois les drames socio-économiques arrivent, comme à Decazeville, on l'a encore vu, et pouvoir réembaucher. Ça n'est que dans la coopération entre les territoires, dans l'ambition que l'on donne, dans l'esprit de justice qui est permis par cette coopération, qu'on peut avancer. C'est cet esprit ici que je veux défendre avec vous, que nous avons porté et que nous continuerons de porter. Alors oui, quand on parle des ruralités durant ces années, nous avons fait un agenda rural, le déploiement du haut débit et de la fibre, de l'Internet mobile, et nous irons au bout d'ici fin 2024, conformément à nos engagements, la recréation d'emplois, y compris dans nos territoires ruraux, les actions cœur de ville, les initiatives petites villes de demain, la réouverture des petites lignes ferroviaires qui étaient menacées grâce aux réformes et au réinvestissement, la réouverture de nos trains de nuit, les désenclavements, les projets routiers, la différenciation pour nos territoires. Oui, nous avons porté ensemble un agenda d'ambition, de construction, de recréation sur le plan culturel, éducatif, partout dans nos ruralités. Et avec vous, j'en suis fier. Mais je veux continuer avec vous. Et je regarde à la fois les changements qui sont à l'œuvre, parfois les craintes, les doutes qui peuvent nourrir les extrêmes. Et je veux qu'ensemble, nous puissions y apporter une réponse, une série de réponses. D'abord, vous dire que nos ruralités ont un avenir auquel je crois et qui correspond au changement des modes de vie. En effet, on le voit tous, les rééquilibres sont en train de se faire. Nous choisissons des vies différentes. Et je vous invite à regarder ce que nous sommes en train de vivre, que nous avons tous vécu ces dernières années et qui s'accélère avec la crise Covid. Nos compatriotes ont tous vu l'importance du télétravail, une volonté. On a fait le quoi qu'il en coûte, vous avez raison. Et grâce à ça, on a tenu. Mais il y a un choix qui est en train de se faire. Nos compatriotes veulent, quand ils le peuvent, pouvoir quitter les grandes villes, retrouver une qualité de vie, pouvoir organiser leur temps différemment, pouvoir organiser le travail différemment, retrouver un équilibre des territoires, ce qui est une chance pour nos ruralités, pour nos petites villes qui parfois avaient été délaissées par les 20 dernières années où on avait accumulé toutes les activités dans des métropoles progressivement devenues de plus en plus difficiles à vivre, avec un coût de la vie qui augmentait. Et à mesure qu'on équipe nos territoires ruraux, on voit qu'ils sont en situation d'accueillir tout ça. On voit que nos compatriotes veulent une qualité de la vie, qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, veulent retrouver un sens, une vie à portée de main. On voit que nos compatriotes recherchent le beau, et je parle dans une ville dont c'est sans doute le premier atout, monsieur le maire, où vous avez ici su mener une politique patrimoniale exemplaire, où vous avez su recréer pas simplement la ville de Champollion à laquelle vous avez rendu hommage, mais ce patrimoine historique, culturel auquel je tiens tant et que nous avons ces dernières années cherché partout à travers le territoire à faire revivre avec notre loto du patrimoine, la mission Berne et tant d'initiatives. Et donc, vous le voyez, il y a une disponibilité de la nation à donner en quelque sorte un nouvel avenir
à nos ruralités. C'est à nous de savoir l'accompagner, réussir à transformer les choses et inventer des nouveaux équilibres dans nos territoires. Et ce sont les quelques engagements que je veux prendre ici auprès de vous aujourd'hui. Les engagements pour nos ruralités, des engagements de FIJAC pour les 5 ans qui viennent. D'abord, c'est évidemment l'accès. Bâtir ces équilibres entre les métropoles, les ruralités, entre petites villes, entre elles, réussir à reconstruire ces équilibres de vie, c'est continuer d'investir dans nos infrastructures de transport et de communication. Et donc nous poursuivrons l'investissement massif dans le ferroviaire dans les années qui viennent, grâce aux réformes de 2018. Nous continuerons de rouvrir des petites lignes, nous continuerons d'aménager en particulier aussi ces infrastructures pour permettre de relier aux métropoles d'équilibre les villes moyennes, nos campagnes, pour permettre de déployer ces accès, pour permettre de continuer à enrichir le tourisme, de Saint-Cyr la Popille au reste du Lot. Je tournais le dos à Gérard en disant cela parce que je voyais certains de ses administrés de l'autre côté. L'accès. Et c'est pourquoi aussi, fort des accords qui ont été noués et des investissements pris aux premières années de ce quinquennat, nous irons au bout des engagements pour 2024 en déploiement d'Internet mobile et de la fibre, car c'est la clé pour permettre justement ces opportunités d'usage et le développement de ces industries. Ensuite, c'est continuer de remettre des services publics. Le sentiment d'abandon, parfois la réalité d'abandon, de déprise qu'il y a eu dans beaucoup de nos territoires ruraux, était lié à quoi? Et je réponds à l'interpellation aussi qui m'était faite à l'étage, ce faisant. Au fait que nos services publics avaient quitté nos petites villes et nos campagnes. Et c'est un phénomène qui a 20 ans et qui, au fond, a été lié à quoi? La concentration à Paris, le fait que quand on a fait des économies, on les avait fait sur les services locaux, et le fait ensuite que les grandes régions, les métropoles régionales avaient concentré beaucoup de moyens dans les capitales régionales. Et parfois quitter Figeac ou Cahors pour aller à Toulouse, c'est aussi loin dans les mentalités que d'aller à Paris ou ailleurs, parce que ça n'est plus là, à portée de vie, à portée de quotidien. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est continuer ce que nous avons commencé. Une politique de réaménagement de nos services publics par la proximité, en redéconcentrant, en remettant des services publics, en continuant nos politiques d'ouverture, des maisons France Service. Conformément à ce que j'avais dit, nous avons créé plus de 2000 maisons France Service dans chaque canton. Mais nous allons plus loin en remettant des services de l'État dans des villes moyennes, dans des petites villes, parce que le numérique doit être une opportunité de réorganiser le temps et l'espace, et non plus une raison de dire à des gens qui servent l'État à Figeac, il n'y a plus assez de monde, on vous ramène à Toulouse ou Paris. Mais en disant, grâce au numérique, on rouvre un service ici ou ailleurs. Mais par le numérique, vous allez dédier une partie de votre temps pour une action nationale ou régionale. Et donc, ce que nous sommes en train de faire et que je veux que nous accélérions, c'est de réaménager nos services publics pour les remettre au plus près du terrain de nos compatriotes, pour avoir des services publics de proximité dans nos ruralités. C'est le même mouvement que je veux faire, moi aussi. C'est le même mouvement que je veux avoir pour nos sécurités. Là aussi, nous savons où parfois les économies ont été faites. Et c'est pourquoi, grâce aux 10 000 postes qui ont été rouverts de policiers et de gendarmes, grâce aussi à la réorganisation,
menée sous l'autorité du Premier ministre, à la loi d'orientation qui a été soumise au Conseil des ministres il y a quelques semaines, nous allons faire deux choses essentielles pour nos ruralités. Nous recréerons dans les 5 années qui viennent 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. C'est lutter contre l'insécurité du quotidien et nous nous en sommes donné les moyens. Et nous recréerons des postes de magistrats, de personnel de justice à hauteur de 8500 pour déployer et accélérer cette justice de proximité indispensable pour la sécurité partout sur le territoire. Nous nous en sommes donné les moyens. Nous allons maintenant le déployer. C'est la même chose quand on parle de santé. Je sais combien dans nos campagnes, votre A me le souffle à l'oreille. Je sais combien dans nos campagnes, le drame des déserts médicaux est là. Il nourrit la colère et aujourd'hui les extrêmes. Pourquoi? Parce que les gens viennent me dire, vous êtes là depuis 5 ans, il y a toujours des déserts médicaux. Ingratitude des responsabilités, les élus... Non, il y en a, malheureusement, il y en a beaucoup, pas qu'à Figeac. Alors, je ne vais pas faire un long dégagement sur ce sujet, mais laissez-moi vous donner 2 mots d'explication. Pendant des décennies, nous avons collectivement nourri une erreur. Nous avons voulu faire des économies sur la santé en considérant qu'en réduisant l'offre de santé, nous allions diminuer les dépenses. Et donc, on a mis ce fameux numerus clausus et on a réduit les ouvertures de postes. Et puis ensuite, on a d'ailleurs réduit les contraintes, l'organisation du système en ville, en faisant porter sur nos hôpitaux de plus en plus de contraintes. La fin des gardes. Et on est arrivé à une situation qui préexistait à la crise Covid, où nos hôpitaux étaient sous une forte pression, manquant de professionnels, mais avec des services d'urgence surchargés, parce qu'il n'y avait plus de médecins qui étaient là, dans nos villes comme dans nos campagnes, et avec aussi des territoires où, parce qu'on avait progressivement réduit le nombre de médecins qu'on formait, et parce que les comportements changent, les médecins d'aujourd'hui ne veulent pas avoir l'avis des médecins d'hier, il n'y avait plus suffisamment de médecins sur place. Alors je n'ai pas attendu la crise Covid pour le voir et essayer d'endiguer cela. Dès 2018, on a pris des décisions fondamentales. Changer l'organisation de nos hôpitaux et de nos urgences avec ce qu'on a appelé le SAS. Et surtout mettre fin au numerus clausus. Dès 2018. Simplement, il faut 10 ans pour former des médecins. Et donc, même en ayant ouvert ce numerus clausus et en continuant, j'ai une mauvaise nouvelle. Les médecins formés en plus n'arriveront pas, même pour le prochain quinquennat. C'est une réalité. Mais il faut préparer l'avenir pour nos enfants, donc il fallait le faire. Nous avons fortement rouvert les formations pour les infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes. Là, les résultats vont arriver dans les prochains mois. Nous avons, avec la crise Covid, parce que j'ai entendu la mobilisation, mis en place le Ségur de la santé, investissement inédit. Nous avons augmenté de 183 € par an au minimum pour 2 millions de professionnels. À l'hôpital et hors de l'hôpital, la rémunération. Entre 183 et plus de 400 €. Ça n'est pas un cadeau, c'était un rattrapage. Et je veux dire ici que c'est le minimum de ce que nous devions à tous nos professionnels de santé. Je voudrais ici que vous puissiez les applaudir partout sur le territoire.
Et donc ce que nous devons faire dans les années qui viennent, c'est continuer l'investissement sur la santé pour changer maintenant les conditions de travail à l'hôpital. Et pour en même temps avoir des stratégies au plus près du terrain pour éradiquer ces déserts médicaux. En faisant quoi? En se donnant des moyens nouveaux et un plan d'investissement inédit qui permettra d'abord d'embaucher sur le territoire, d'avoir une politique incitative pour attirer des médecins généralistes et spécialistes, de permettre de payer des aides médicaux, administratifs, de changer l'organisation en déléguant davantage de tâches aux pharmaciens, pharmaciennes, aux infirmiers, infirmières, en créant une organisation des soins qui décloisonnera l'hôpital et la ville, en permettant d'embaucher sous le statut de salarié beaucoup plus facilement des médecins, en permettant de travailler entre l'hôpital et la ville beaucoup plus simplement, et en dégageant du temps de médecins libres, en reprenant par des personnels administratifs ou paramédicaux des tâches indues, ou en tout cas dont on pouvait les libérer, nos médecins pour cela. La stratégie sera bâtie au niveau national dès les premiers mois, puis déclinée dans chaque territoire en associant les élus, tous les professionnels et les associations. Et donc le sujet de la santé, et en particulier des déserts médicaux, ce sera mobilisation générale dès les premiers mois, avec moyens nouveaux, mais vous l'avez compris, méthode nouvelle. Il en est de même sur le grand âge. Nous avons, et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons conduire cette réforme des retraites, pour pouvoir le financer. Mais dans nos ruralités, et je le dis, dans un département qui vieillit, et où on vieillit heureux, on a envie de vieillir heureux, nous devons mettre en place, en tout cas aller au bout, justement d'un grand service public de l'autonomie. Nous en avons jeté les bases durant ce quinquennat, en créant cette branche, en commençant les financements. Il nous faut aller au bout dans les 5 ans qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une politique du grand âge complètement nouvelle qu'il nous faut bâtir. Nos compatriotes les plus âgés veulent vieillir chez eux. Nous devons les accompagner pour aider à rénover leur logement, pour pouvoir rester, même quand ils perdent un peu de mobilité, quand le déplacement est plus difficile. Et il nous faut réinvestir pour permettre d'avoir plus d'heures d'auxiliaires de vie et d'aide à domicile, pour les aider, faire la toilette, les accompagner, et pour permettre à tous ces personnels qui sont notre quotidien et qui sont l'humanité parfois de ces derniers jours, d'être mieux payés, de pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions. Réinvestissement indispensable de la nation. Et en parallèle de ce bien vieillir à domicile, nous allons réinvestir dans nos EHPAD, créer des postes d'infirmiers et d'infirmières, d'aides-soignantes et renforcer une politique de contrôle national pour éradiquer les abus et lutter contre ce que nous avons tous ensemble vécu, cette indignation que nous avons tous ressentie. Évidemment, parler de nos politiques publiques, des services de proximité, c'est aussi parler de nos écoles. Nous avons réinvesti dans notre école. Alors, on regardera aussi ce sujet, je vous le promets. Mais je sais l'angoisse qu'il y a dans la ruralité, en particulier quand on perd des habitants. Là-dessus, nous avons pris des engagements, ils ont été tenus. En particulier, plus de fermeture d'écoles sans l'accord du maire, et les maires sont associés beaucoup plus étroitement qu'avant, et je veux qu'on poursuive. Mais il nous faut continuer à travers les politiques de cordée de la réussite, d'internat d'excellence, de continuer de réaménager nos ruralités par la présence scolaire. Parce que c'est un tout. Comment attirer des médecins? Comment réattirer des services publics? Comment attirer des forces vives économiques si nous n'avons pas à côté des écoles qui sont là pour accueillir leurs enfants?
Et donc il nous faut résister dans cette période, en particulier dans les territoires où il y a eu de la déprise démographique, pour tenir, réattirer les talents et pouvoir retrouver de la dynamique démographique qui va venir partout dans nos territoires. Vous l'avez compris à travers cette cavalcade, c'est un réaménagement de nos territoires que je veux à vos côtés porter, à travers les accès mais aussi tous nos grands services publics, toutes nos grandes politiques publiques pour nos ruralités. Et elles doivent être pensées au plus près du terrain. Ce que je veux continuer de faire, c'est la même logique que celle que nous avons eue, c'est une forme d'esprit de pragmatisme. Durant ce quinquennat, nous n'avons pas rouvert de grands débats théoriques sur la décentralisation. Nous avons une politique d'aménagement par les projets. Et d'expérience, ça vaut mieux que de passer 5 années à savoir si ça doit être le département, la région ou l'État qui fait ceci ou cela, pour s'apercevoir à la fin que c'est toujours pas le bon niveau. C'est ce qu'on avait un peu vécu par le passé. Ce que veulent nos compatriotes partout, c'est de l'efficacité des politiques publiques, de la coopération entre tous les élus et l'État et du pragmatisme. C'est ça que je veux continuer de faire. Et donc, c'est de l'aménagement du territoire par les projets et les ambitions. Action cœur de ville, petite ville de demain, c'est cela. Des élus de terrain, en particulier nos maires, à qui je veux rendre hommage. Et je les vois ici avec beaucoup d'émotion, de fierté, de Figeac à Saint-Cyr-la-Popie en passant par Oradour et ailleurs, mes amis. Je vous vois tous et puis vous m'interpellez. Mais les maires portent les projets. Qu'est-ce qu'on a fait avec Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain? On leur a pas dit on va vous pondre des circulaires depuis Paris pour vous expliquer ce que doit être votre projet. On a dit on met en place une disponibilité. On dit vous voulez refaire les choses, voilà les instruments. Comment vous voulez faire? Et on a été les réceptacles de centaines de projets différents. Et on a mis les services de l'État au service à proprement parler des élus. Cette politique, elle n'a pas été systématique, je suis lucide durant ces 5 années, où il y a parfois eu encore trop d'instructions d'en haut, de circulaires, parce qu'on ne change pas les habitudes collectives en si peu de temps. Mais c'est le début d'une révolution culturelle qui consiste à aménager par les projets, à dire la solution, elle est connue d'en bas des Françaises et des Français, de celles et ceux qui les portent, leurs maires. Et nous devons avoir des politiques qui viennent au service pour accélérer celles-ci et aménager nos territoires. Eh bien, c'est ce que je veux continuer de faire, aménager par l'ambition les projets, nos ruralités. Alors, à côté de ça, de cette politique d'aménagement par les services, les grands projets, cette ambition, il y a une deuxième grande ambition que je veux porter avec vous. C'est celle, au fond, de libérer et de planifier, si je puis dire. Et ça correspond assez bien à l'esprit français. Vous allez dire, il est devenu communiste. Non. Mais j'entends les voix et au fond, la France, dans ses grandes heures, a toujours su faire cela. Les grandes heures du gaullisme, c'est de la liberté à l'initiative individuelle, c'est de la capacité à faire aussi avec d'autres inspirations, et c'est de la planification nationale pour se donner des grandes ambitions. Bon, merci. C'est suffisamment sympathique d'avoir quelqu'un qui doit partir pour retourner à ses obligations et qui dit merci. Je le prends et on continuera.
qu'il nous faut continuer de faire. Il y a 5 ans, je disais libérer, protéger. Évidemment, il faut continuer. Et au fond, ce quinquennat l'a montré, le libérer, protéger. Libérer les initiatives économiques, les secteurs. Et quand la crise est là, quand les temps sont durs, on protège. Parce qu'on a pu créer de la valeur. Là, je veux qu'on continue de libérer, d'avancer. Et qu'on essaie ensemble de pouvoir planifier et se donner un cap. Libérer, c'est continuer. De donner aux forces vives économiques, sociales, de notre industrie à notre agriculture, en passant par le secteur culturel et associatif, par tous les secteurs ici représentés, la possibilité de continuer de faire. Nous devons continuer de créer des emplois, de libérer l'activité économique et d'avancer pour nos territoires. Retrouvons ce goût de l'ambition, cet esprit de conquête qui doit être le nôtre. Nous en avons les moyens, nous l'avons montré. Alors allons-y. Et la force de nos territoires passera par notre capacité à continuer de former et de créer ces activités. Nous pouvons nous appuyer sur un bilan solide. Nous avons créé 1 200 000 fiches de paye nettes durant ce quinquennat. Nous avons fait passer le nombre d'apprentis par an de moins de 300 000 à plus de 710 000 aujourd'hui. Alors redoublons d'ambition et donc continuons d'aider nos commerçants, nos artisans, tous les secteurs du bâtiment, de l'industrie, nos paysans à créer de la richesse, à créer de la valeur, à embaucher des apprentis pour pouvoir continuer d'avancer. Ça, c'est une priorité. Donc nous mènerons un ensemble de politiques, de baisse d'impôts de production, de politiques de simplification de nos activités économiques pour continuer d'avancer en la matière. Nous ne devons rien céder sur cette ambition. Et à côté de cela, nous devons planifier. Et planifier à l'échelle de nos territoires. Et planifier les grandes transitions. Et je veux en citer 2 qui sont clés pour l'ensemble de nos ruralités. D'abord, la planification écologique. Je l'évoquais il y a quelques jours à Marseille. Et je le disais, nous ne pourrons réussir cette révolution copernicienne que si nous mettons l'écologie au cœur de la politique, et donc avec un Premier ministre en charge de l'écologie, mais avec à ses côtés un ministre en charge de la planification énergétique, parce que c'est la transformation de notre mix pour les décennies qui viennent, et une planification territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons réussir un nouveau pacte avec nos territoires, régions, départements, intercommunalités et communes, sur le plan de la transition écologique. Et nous devons, à l'échelle de nos territoires, à penser une politique nationale et la décliner ensuite sur chaque territoire en se donnant des objectifs, des investissements, mais en laissant les acteurs faire et en leur permettant de changer les mobilités, d'investir sur les pistes de vélo, les transports interurbains et donc la sortie du carbone progressif, les modes de transport collectif, la transition agricole territoriale qui permettra d'accompagner à bonne échelle l'ensemble de nos paysans pour qu'on garde ce modèle formidable qui est le nôtre. Parce que nos ruralités vivent de nos agricultures et de toutes les formes d'agriculture. Et je veux saluer ici nos paysans et vous pouvez les applaudir. Mais nos paysans nous ont nourris pendant la crise, ne l'oublions jamais. Ils sont en train de faire l'une des plus grandes révolutions. La 3e révolution, celle de continuer à nourrir et produire en protégeant la biodiversité et en émettant moins. Révolution qui passe par le biocontrôle, la génomique, la robotique, le numérique. Et donc nous devons les accompagner par plus d'investissements, mais le faire à l'échelle des territoires, par une stratégie territorialisée. Et cette transition,
Je veux pouvoir l'accompagner, d'abord en les protégeant. Vous pouvez être fiers du gouvernement actuel qui a passé une loi historique pour protéger nos paysans face aux grandes calamités climatiques. Les parlementaires qui sont là l'ont voté. Tant de nos paysans ne se couvraient plus contre ces risques. Vous ne pouvez pas les assumer. Et je le dis à un moment où nos paysans encore, d'ailleurs dans le département, touchés par la grippe aviaire et la crise avicole, sont en train de perdre énormément de leur production et où, en particulier pour celles et ceux qui font des fruits à noyaux, ont perdu beaucoup de leur production en raison du gel. Eh bien, nous avons été là, nous continuerons d'être là, à leur côté, pendant ces crises. Mais surtout, nous devons et nous continuerons d'être là pour accompagner la transformation du modèle. Et pour moi, l'une des priorités du quinquennat qui vient sera cette grande loi d'avenir et d'installation pour la jeunesse agricole. Nous avons une transition démographique dans notre agriculture qui va se faire. Nous avons le devoir d'aider environ 20 000 jeunes paysans à s'installer chaque année. Si on veut faire la transition. Et donc, nous prendrons une loi cadre qui permettra cette planification justement de l'installation agricole. Et donc, vous le voyez sur tous ces segments, il faut une planification territoriale pour réussir la transition environnementale et écologique, celle des mobilités, celle de l'agriculture, celle de conditions de vie pour permettre de décarboner progressivement nos modes de vie. C'est la même chose que nous ferons sur nos industries pour étalonner des investissements et accompagner la décarbonation de nos grandes industries. Parce qu'on ne peut pas réussir l'écologie en produisant moins. Il faut continuer à produire plus en émettant moins de CO2 et en respectant la biodiversité. C'est ça notre défi. L'autre planification que je veux réussir à l'échelle des territoires, c'est celle des compétences. Et ce sujet est essentiel. C'est un sujet de production et de justice. Et il réconcilie les deux choses que j'évoquais au début de mon propos. On ne peut plus continuer à avoir, en quelque sorte, cette organisation collective où tant de jeunes vont encore dans des formations qui ne trouvent pas de débouchés, et où tant de nos industriels ou de nos agriculteurs nous disent « je n'arrive pas à embaucher ». C'est notre responsabilité, c'est notre faute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Organiser ce que j'appellerais une forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle des territoires. Et cette révolution un peu copernicienne de notre organisation est clé pour nos ruralités. C'est d'abord permettre à tous les secteurs d'activité qui ont des besoins d'embauche aujourd'hui et demain de pouvoir rentrer dans nos collèges et nos lycées pour expliquer leur métier et leurs besoins. C'est comme ça qu'ils créeront des conversions. Et c'est comme ça qu'on aidera nos jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui est d'une famille modeste en 5e ne sait absolument pas ce que sont les métiers hors ceux de ses parents. Et il arrivera en terminale dans la même situation. Et c'est une injustice, c'est l'une des pires injustices. Et nos professeurs ne peuvent pas expliquer tous les métiers que parfois ils ne connaissent pas. C'est normal. Et donc on donne un avantage aux enfants qui ont un capital relationnel, dont les familles peuvent faire ce travail, dont les parents ont des relations. On m'explique chaque jour, il faut des chaudronniers, il faut des métiers de soudeur. Mais l'image qu'ont beaucoup de familles est très dévalorisée de ces métiers. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les capitaines d'industrie qui vont expliquer que ces métiers n'ont rien à voir avec l'image qu'on en avait ou qu'on en a parfois encore, que ce sont des métiers où il y a des débouchés, où on est bien payé. Allez l'expliquer à un jeune de 5e. C'est lui permettre d'avoir des perspectives, de créer des vocations, et ensuite de pouvoir embrasser la filière qui correspond à cela,
et derrière de devenir un alternant ou un apprenti qui rentrera dans cette entreprise et d'avoir un métier. Et donc nous devons complètement réorganiser le système d'orientation, d'ouverture des filières en lycée professionnel, d'ouverture des filières courtes comme des filières longues dans nos universités et d'organisation de nos branches professionnelles dans nos territoires pour réussir cette planification territoriale des compétences. Alors, je pourrais vous parler de beaucoup d'autres choses encore, mais je vais conclure mon propos. Et je crois vraiment qu'à travers ces initiatives et ces ambitions de réaménagement concrètes, et à travers ce libérer et planifier écologique et de compétences, il y a là, en quelque sorte, les fondements d'un nouvel agenda des ruralités que je veux porter avec vous pour les 5 ans qui viennent. Mais du tourisme à la culture, de l'agriculture à l'industrie, du monde économique en passant par nos élus et nos associations, vous êtes le tissu de ces ruralités. Et je vous le dis avec beaucoup de force, on ne laissera jamais tomber personne, comme on n'a jamais laissé tomber personne pendant la crise. Mais je ne crois qu'à une chose. Il y a une ruralité des projets et il y a les combattants du ressentiment. C'est ça la réalité. Et donc oui, la vie est difficile. Oui, parfois il faut se battre plus à certains endroits qu'ailleurs. Le devoir de la République, c'est de compenser ces inégalités. Et il en est des quartiers les plus pauvres comme des ruralités où on perd de la population. Il faut alors redoubler d'efforts pour corriger ces inégalités et donner les mêmes chances. Mais je sais une chose, c'est quand on baisse les bras ou quand on cède à l'esprit de ressentiment ou de défaite, alors on ne gagne aucune bataille, mais on se divise. C'est pourquoi je ne crois qu'à une chose. Dans ce moment qui est le nôtre, je ne crois qu'à une chose, de réconcilier la bienveillance et l'ambition. On ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien. On n'arrivera à gagner aucune bataille sur des malentendus et des mensonges. Et on ne fera aucun progrès social si on n'explique pas en même temps comment on le finance, sur quel travail, sur quel effort. Sinon, ce sont des lendemains difficiles. Et je ne crois pas aux jours heureux qui se transforment en gueule de bois. Mais de la même manière, je crois qu'on ne peut pas demander des efforts, des avancées si on ne redistribue pas, comme on l'a fait pendant cette crise, comme on continuera de le faire, entre les territoires, entre les plus riches et les plus pauvres. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce dividende salarié auquel je tiens tant, qui est une refonte profonde de notre économie de marché, est au cœur du projet que je porte. Et donc vous le voyez, bienveillance et ambition, considération et goût de l'avenir. C'est en quelque sorte sur cet équilibre que nous pourrons bâtir les 5 années qui viennent et au-delà. C'est dans cet esprit que je veux aborder les dernières heures de la campagne. Et donc oui, vous le voyez, je peux ici, moi, vous tenir un discours sans avoir un seul propos de haine, ni sur nos adversaires,
ni sur nos adversaires politiques, ni sur une partie du pays. Et je trouve formidable qu'on ait, en quelque sorte, des donneurs de leçons, de la bienveillance ou du respect, qui sont les pourfendeurs quotidiens de la haine et de la division des pays. Nous portons un projet d'avenir et de bienveillance. Nous portons un projet idéaliste et réaliste. Parce qu'il n'y a pas d'idéal qui ne parte du réel, ça n'existe pas. Nous portons un projet auquel je crois comme vous, avec force, qui, nourri par les inquiétudes du pays, doit aller vers le mieux et continuer de bâtir une France plus forte, plus indépendante et de continuer à avancer sur les progrès que je viens d'évoquer aujourd'hui. C'est le sens du combat que je mène depuis 5 ans et que je veux continuer de mener avec vous aujourd'hui et demain. Alors vous l'avez compris, rien n'est joué. Et donc ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent, et jusqu'à la dernière seconde, c'est de vous mobiliser, de convaincre, d'avancer, d'expliquer ce que nous avons fait, d'expliquer ce que nous voulons faire, et de nous battre pour convaincre pour notre pays, pour continuer d'aller de l'avant, pour avoir cette bienveillance et cette ambition enfin réconciliée. Et je le dis ici, dans ce lieu qu'on ne voudrait pas quitter, comme en voulant suspendre ces quelques heures de campagne qui se terminent. En venant là, je repense toujours, cher Gérard, à cette phrase de Breton. Elle était pour Saint-Cyr la Popie, mais je l'adopte pour nous tous, ensemble. Quand Breton y est arrivé, il a eu cette phrase sublime, disant « Alors, j'ai cessé de me désirer ailleurs ». Et Miller disait, lui qui venait d'outre-Atlantique, de nos vallées, du Lot et de la Dordogne, qu'elles étaient un paradis, même pas français, même pas européen, mais un de ces lieux qui appartiennent à l'universel. Ici, le temps se suspend. On ne voudrait pas le quitter. Alors je voudrais que ce temps partagé soit suspendu. Mais il n'est de temps suspendu que s'il y a notre engagement. Car la beauté dont parlaient Miller et Breton, c'est la beauté de ces lieux qui sont le fruit de notre histoire, de notre pays. C'est cette France universelle, cette France qui est un bloc, le bloc de ses paysages, de ses géographies, de son histoire. C'est pour ça que je vous le dis avec beaucoup de gravité au moment où la guerre revient en Europe et où les heures sont graves. Les moments qui sont les nôtres sont aussi des moments d'ébranlement des consciences. On ne peut pas tout confondre. On peut avoir des différences. Vous l'avez dit avec beaucoup de force, monsieur le maire. Mais où je sais aujourd'hui, comme je le saurai demain, que nous sommes réunis par ces trésors et ces moments de grâce. Ce sont ceux qui nous rassemblent et qui tissent 1000 fils entre les citoyennes et les citoyens d'une nation qui a construit son histoire à travers cette vocation universelle, ce goût des autres, cette générosité, parfois ces divisions, mais cette capacité toujours à se réunir face à l'adversité. Et donc, mes amis, vous l'avez compris, et je finirai là-dessus. Le 24 avril, ce sera un référendum pour savoir si nous voulons être fidèles à cette histoire ou pas. Je veux l'être avec vous. Le 24 avril sera un référendum pour ou contre l'Europe. Nous voulons l'Europe. Le 24 avril sera un référendum pour ou contre
une république laïque, unie, indivisible, ce bloc. Nous sommes pour. Le 24 avril sera pour une France économique forte, qui sait expliquer son avenir, prendre des décisions difficiles, ou qui va vers la faillite et la démagogie. Nous sommes pour. Le 24 avril est un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs, notre histoire, ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes pour. Alors rien n'est joué. Allez convaincre. Et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble. Vive le Lot, vive